Un bon jeudi à tous. Ce soir, on est jeudi le 27 mai de l'an 2021, donc ça me fait plaisir d'être présent une fois de plus ce soir pour la séance 16 de ce cours Histoire du progressisme, donc la 16e étant la conclusion de ce cours. J'ai beaucoup lutté en fabriquant ou en travaillant sur cette séance parce que j'avais énormément de matériel quand même. J'aurais pu en faire 2, 3 autres quasiment sur cette conclusion. Et j'ai fait un tri. J'ai fait un bon tri pour aller à l'essentiel des grandes idées, sur quoi ça doit conclure. Donc depuis qu'on a commencé à la séance 1 en présentant l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg comme étant l'élément déclencheur de ce qu'allait être l'histoire du progressisme et tout ce qui s'est produit par la suite en termes d'innovation et de découverte et l'espoir d'un monde meilleur qui était vibrant pour beaucoup de gens et on les comprend, on aurait été d'accord avec eux dans tout ça, on aurait cru que l'éducation, l'instruction, la science, on aurait cru que tout ça allait nous conduire vers un monde meilleur. Maintenant, j'ai pas besoin de vous fournir des preuves très probantes que ça n'a pas fonctionné, puisque vous êtes vous-même témoin du siècle présent, de ce que ça n'a pas fonctionné finalement. Bien que des choses fonctionnent, hein? On n'est pas en train de dire que rien ne fonctionne. Puis je suis pas anti-progrès ni anti-progressisme. Tout ce que ça a pu amener de bon, ben, on en jouit, puis on est bien content. Notamment dans le domaine de la science médicale, je pense qu'on peut vraiment apprécier les progrès. Puis beaucoup de règles de droit aussi, d'égalité, de justice. Il y a plein de bonnes affaires qui se sont passées à travers tout ça. Mais c'est un peu comme si on voyait bien que le cœur de l'homme, dans sa condition adamique et pécheresse, domine sur le progrès et fait en sorte que finalement le progressisme tombe dans du régressisme éventuellement et que toute bonne invention finit toujours par avoir des conséquences collatérales, des fois pires que le problème qu'on voulait régler à la base. Donc, on va conclure ce soir avec un certain nombre d'idées et on va surtout parler de la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant, que certains appellent encore le postmodernisme ou la postmodernité, mais que d'autres anthropologues et sociologues vont nommer l'hypermodernité, c'est-à-dire le dépassement du postmodernisme. Donc, on va aller dans ces idées-là. Donc, la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, puis c'est important de faire le lien, là, avec ce qu'on a dit la semaine passée, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a comme un effet de découragement. Il y a beaucoup de gens qui y croient plus au progrès, puis qui décrochent. Et donc, c'est l'homme qui ne croit ni en Dieu, puis qui ne croit plus en l'homme non plus. Donc, ça crée une situation assez unique dans l'histoire de l'humanité à grande échelle. Et ça fait naître des mouvements qu'on a appelés des mouvements de la contre-culture, donc des mouvements de contestation de toutes sortes, de contestation contre l'ordre établi, contre l'autorité, contre les structures, les systèmes, contre cette idée de s'unir pour faire des grandes choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui voient bien qu'il y a là-dedans de l'utopie. Et si certains réagissent à la manière des hippies avec un gros peace and love en disant, ben, on n'essaye plus, on fait juste s'aimer maintenant, that's it. On écoute de la musique. Ben, vous avez des mouvements plus violents comme les punks, qui eux autres sont semblables, mais dans la réaction violente. Et vous avez entre l'un et l'autre, et au-delà de l'un et l'autre, une multitude de réactions contestataires contre les guerres, contre l'autorité, contre les gouvernements. Et vous avez ça, et de l'autre, mais en même temps, vous avez un groupe de personnes qui sont les gestionnaires du monde, qui eux se disent non, on lâche pas. C'est la naissance de l'ONU, de l'UNESCO et de toutes ces intentions éducatives. On a parlé de socio-constructivisme, on a parlé de tout ça la semaine passée. Donc, voilà ce qu'on a vu la semaine passée. Au menu aujourd'hui, donc on va parler de l'hypermodernité et de un certain nombre de choses que ça amène. On parlera pas de tout, mais en gros, les éléments importants, toute la question de l'écologisme, l'écoterrorisme, même, ce que certains appellent l'écoterrorisme. Donc, ces mouvements-là. On va parler également de l'homme générique, puis on va parler de transhumanité. Donc, toute l'intrusion
de la science, de la recherche scientifique à son extrême, qui est en train de littéralement de modifier notre humanité, en tout cas qui veut la prolonger dans quelque chose d'assez particulier. Donc ça, c'est au menu ce soir. Donc l'hypermodernité. D'abord, l'usage du préfixe hyper est pas anodin ici parce que il y a beaucoup d'auteurs qui parlent d'hypermodernité, puis ils utilisent le mot hyper, puis ils expliquent que le mot hyper convient bien, parce qu'on est dans un monde où tout est hyper. On est des hyper consommateurs. Donc, on est hyper beaucoup d'affaires. Donc, c'est ce qui déterminerait une forme de monde dans laquelle on est, qui s'appelle l'hypermodernité. Si nous disons que la postmodernité était le dépassement de la modernité, eh bien, l'hypermodernité va être en quelque sorte le dépassement de la modernité elle-même. Hein? De la postmodernité. Donc, l'un est toujours le dépassement de l'autre qui le devançait. Donc, pour se faire se refaire une explication succincte de la chose, c'est que la modernité, elle, on disait qu'elle imposait un récit, un méta-récit progressiste que tous devaient croire et qui forçait une certaine unité nationale, unité à la limite pratiquement mondiale, humaniste. Il fallait être un pour que ça marche. C'est pour ça qu'on dit que c'était un projet qui était homogène. Homogène, construit sur la nécessité de se garder dans une unité pour atteindre le paradis progressiste. Donc, le monde moderne, c'est un monde très unifié. Il va débâtir des vieilles structures d'antiquité, mais on est dans un monde où les gens adhèrent à des idées très, très fortes, des idées politiques, donc le capitalisme, les systèmes démocratiques également, puis il y a la version communiste aussi. Et là, on croit à des idées et des nations entières sont un derrière ça. Les États-Unis en étant un exemple extraordinaire, là, le patriotisme américain, on va se battre, on va donner nos vies militairement pour ça. Donc, c'est toute l'idée que on n'existe pas pour nous-mêmes, on existe pour un projet, progrès, un projet national, puis on y croit, puis c'est pour ça qu'on est prêt à donner nos vies dans ce type de monde-là. Donc, c'était ce que proposait la modernité. Donc, la modernité acceptait pas nécessairement les vents contraires à son projet. Donc, tout ce qui voulait nous garder dans l'Antiquité, ça passait plus, là. Et tout ce qui voulait sortir du méta-récit progressiste, unificateur, homogène, ça rentrait pas. C'est une idée extrêmement dominante que le progressisme. Maintenant, le monde postmoderne, lui, est en quelque sorte le rejet de cette uniformité. C'est ça qu'il faut comprendre vraiment bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc, comme je vous ai dit, la déception, le découragement fait en sorte qu'on n'en veut plus de cette modernité-là et de son méta-récit unificateur. Parce que ce modèle-là n'a rien fait de plus que de mettre au monde des nouveaux monstres destructeurs. Tu sais, c'est un peu comme si on se disait, hey, à la Révolution française, là, puis dans les révolutions qu'on a fait, là, on me semble qu'on s'était débarrassé des problèmes, là, tu sais, l'Église dominante, les royautés dominantes, et puis les vieilles idées de l'Antiquité. Il me semble que on avait fait le ménage, puis là, on se retrouve avec des monstres encore plus dangereux. Des Adolf Hitler, des Lénine, des Staline, et sur le plan politique, mais plein d'autres. Puis un capitalisme sauvage, bref, les guerres. Fait que les gens vont dire, ben non, on n'en veut plus. Donc c'est ça le postmoderne, c'est qu'on rejette le moderne et on rejette ses idées. Donc les postmodernes, qu'est-ce qu'ils étaient essentiellement dans leurs sentiments? Ben, c'est une génération de femmes et d'hommes déçus et désabusés qui décident de ne plus croire à rien. On parle généralement, là, il y a tout du monde là-dedans qui croient quelque chose puis qui veulent bâtir quelque chose pareil, mais on parle de façon générale et surtout en Occident. Maintenant, l'hypermodernité, elle, qu'est-ce que ce serait? Ben, ça serait le dépassement de l'effet de déception ressenti par les postmodernes. Donc ça aussi, ça se dépasse. Donc, c'est comme s'il y a des gens qui ont cessé d'être déçus puis qui ont dit, ben, on va vivre autrement.
Puis c'est pas nécessairement des gens qui veulent rebâtir politiquement le monde, c'est juste qu'ils entrent en Occident des nouvelles façons de réfléchir la vie et le monde et qui sont vraiment particulières et on va en parler. Donc c'est un monde, les hypermodernes, qui veut se libérer de toute suggestion, de tout récit, de tout méta-récit. C'est le monde hyper relativiste. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus rien de vrai. Donc, on se l'a bâti. Je parlais de socio-constructivisme aux enfants, mais c'est comme si c'était un socio-constructivisme à l'échelle du monde adulte aussi. Et puisque nos enfants dans les écoles publiques depuis une vingtaine d'années ont été auto-construits par le système d'éducation, ben ils sont devenus des socio-constructivistes. Donc pour eux là, ils veulent pas de la vision des autres, ils veulent pas d'une vision parfaite. Ils en ont pas besoin. Un projet de pays pour le Québec là, tu sais, le séparatisme, ça marchera pas là, ça marchera plus. Ça intéresse personne, ben ça intéresse les vieux. Mais les jeunes, ils en ont rien à cirer, eux autres, d'avoir un Québec français. Ils se parlent en anglais entre eux autres. C'est des auto-socio-constructivistes. Donc, ils vont croire à eux-mêmes, à leur potentiel, à ce qu'ils ont envie. Ils vont croire à ce qu'ils ressentent. Mais vous leur passerez pas beaucoup un projet, un méta-projet. Parce qu'on a défait dans la structure mentale des hommes cette idée d'unification autour d'un projet. À peu près juste l'écologisme qui peut arriver à attirer des foules aujourd'hui, parce que l'écologisme, ça suggère que nos vies sont en danger à cause de la pollution, et là, ça fait réagir des gens. On veut sauver la planète. Oui, on est prêt à aller marcher à 300 000 derrière Greta Thunberg à Montréal il y a 2-3 ans, parce que ça, c'est ma vie, c'est mon avenir à moi, là. Moi, là, je veux pas qu'on détruise ma planète, là. Voyez-vous? Mais à part de ça, là, des projets structurants d'ensemble, ça tombe en désuétude. C'est pour ça que c'est tellement difficile de faire de la politique aujourd'hui, parce que votre programme politique va être charcuté par tout le monde. Donc l'hypermodernité, c'est le dépassement de l'effet de déception des postmodernes, et c'est la libération de tout joug de suggestions, puisque l'uniformité du postmodernisme et du modernisme et tout ça, donc patriotisme, nationalisme, partisanerie, a conduit à des carnages, ben l'homme hypermoderne ne veut plus ressembler à ce genre de personnes-là, puis il veut pas ressembler à personne d'autre de toute façon. Son identité propre est à découvrir dans les bas-fonds de ses émotions, de ses sentiments, de son ressenti à lui, fussent-elles ces choses à contresens de la raison du reste du monde. Il s'en balance, il va s'arranger, il va s'habiller, il va se coiffer, il va se maquiller, il va se transformer comme ça lui plaît. Donc, et vous savez, plus jeune, vers l'âge de la vingtaine, avant d'être croyant, je faisais partie d'un groupe de musique semi-professionnel. J'avais une discussion avec le bassiste, que je nomme pas ici, là, un bon ami à moi à l'époque, et lui était déjà dans cette mouvance. Lui, il voulait se trouver une peignure à lui. T'sais, on était des musiciens, donc il fallait se trouver un style, là. Et lui essayait de ressembler à rien, puis c'était ça la discussion qu'on avait ensemble. Il essayait de se trouver un genre pour se faire remarquer dans sa différence. Fait que moi, je lui avais dit, mais pourquoi tu fais ça? Ben, parce qu'il dit, moi, j'ai pas envie de ressembler à personne, je veux ressembler qu'à moi-même et à mon envie. Fait qu'il dit, je suis dans ça, moi, c'est ma différence. Puis moi, j'ai dit, oui, mais tu comprends-tu qu'en voulant être absolument différent de tout le monde, tu entres exactement dans la pensée du jour, parce que tout le monde va être différent. Donc, tous ceux qui veulent être différents sont tous pareils dans leur différence. Donc, c'est encore juste une autre utopie. Mais ça, on la voit pas quand on tombe dedans. Donc, cette nouvelle quête de sens, par la valorisation, que je dirais, du non-sens, se voit d'abord chez les artistes. À partir des années 80,
Les artistes, les chanteurs notamment, chanteuses, vont développer des personnalités artistiques uniques. Faut le remarquer. On dit que le monde hypermoderne, là, pour certains, ça aurait commencé au début des années 80. Donc c'est comme si le postmodernisme, l'autre avant, c'est l'après-guerre jusqu'aux années 80, à peu près, à peu près. Mais l'hypermodernité, elle, c'est lorsque ça s'aperçoit lorsque des artistes, les chanteurs, les chanteuses vont se développer des personnalités, un esthétisme toujours surprenant parce que les musiciens avant les années 80, pour la plupart, à part Elvis, là, qui se déguisait un peu en toutes sortes d'affaires, là, puis Liberace, puis quelques autres là, originaux, un chanteur et une chanteuse, ça s'habillait normalement, là. Ça ressemblait à... Ça avait pas de coiffure absolument recherchée, mais des années 80, on a vu apparaître ça. On l'a vu... Écoutez, souvenez-vous d'un chanteur comme Prince, qui s'est donné une personnalité particulière. Vous avez Michael Jackson là-dedans. Vous avez Boy George aussi qui est arrivé. C'était choquant, là. C'était un gars, mais on n'est pas sûr c'était un gars. C'est la façon qu'il était arrangé. Puis, il chante une chanson I'm a Man Without Conviction. C'est un hyper moderne. Faut entendre le texte. Les textes de ces chanteurs-là, ils sont dans une anti-société. Je suis un homme sans conviction. Et ça paraît dans sa façon de savoir. On ne sait pas à quoi il ressemble, puis il ne sait pas lui non plus. Puis un peu plus loin, vous avez les Madonna, les Lady Gaga, puis là, vous en avez plein d'autres. C'est les cheveux orange, les cheveux verts, les cheveux de même. Et là, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est quoi ça? Ben ça, c'est le monde hyper moderne. C'est-à-dire, je ne suis plus un membre d'une collectivité, je suis une entité à moi-même seul. Donc, ces artistes ouvrent la porte à une forme de déconstruction visuelle de l'humain traditionnel. Le travestisme pénètre la culture populaire. Maintenant, le travestisme était quelque chose qui se pratiquait dans des endroits un peu plus privés avant. Et à partir des années 80, ça sort tout ça. L'homosexualité, la vestimentation homosexuelle, ça prend les rues, il commence à avoir des marches. Donc c'est l'affirmation de ma différence. Et chacun dans son groupe différent est différent des autres dans son propre groupe. Donc il y a toutes sortes d'affaires. Et là, on regarde ça et on dit, ouf, c'est presque dérangeant. Mais c'est ça le monde hypermoderne. C'est un monde déshumanisé, déstructuré, qui est en rébellion contre à peu près tout et qui veut penser et croire seulement ce que son cœur lui donne de penser. Dans un article que je trouvais là-dessus, ça disait l'hypermodernité, c'est le culte du présent et la promotion de l'hédonisme, c'est-à-dire la jouissance, le plaisir individuel. Pas pour rien que la pornographie marche si fort dans le monde hypermoderne. Hein? Avec l'hypermodernité, nous entrons dans un monde dérégulé, livré à une dynamique illimitée, où l'escalade du toujours plus, l'hyper, hein, le toujours plus, s'est émissé dans toutes les sphères de l'ensemble collectif. Plus rien ne se trouve épargné par les logiques de l'extrême. Donc, vous voyez que des gens différents, des originaux, il y en a toujours eu. Sauf que dans le monde moderne, ils peuvent pas se montrer, ça marchera pas. Le monde moderne va les éjecter. Pourquoi? Parce que le monde moderne vise un idéal, puis là, va falloir que tu t'arranges comme tout le monde. Puis il va falloir que tu fasses comme nous autres. Puis tu te rases la barbe comme nous, puis tu portes des chapeaux comme nous, puis tu parles comme nous. Ça, c'est le monde moderne. Voyez-vous? Une direction, un discours. Donc, ta différence, cache-la. Dans le monde hyper moderne qui rejette cette idée-là, ben là, montre-nous ta différence. Et là, la différence sort des lieux cachés, elle prend la rue, et c'est les différences qui finissent par dominer notre système. L'hypermodernité magasine son plaisir. Ou je dirais, j'ai donné un nom à la personne hypermoderne. C'est un nom pour rigoler seulement, là. On va appeler ça l'homo hypermodernus. Homo veut dire homme, hypermodernus, l'hypermodernité. Donc l'hypermodernus magasine toujours en vue de trouver son art, son avantage, son plaisir, car la vie, pour lui, consiste à jouir
aussi souvent que possible de tous les avantages qui se présentent à lui. Un hypermoderne, par exemple, se trouve une job. Euh, mais dès qu'on la fidélité à son entreprise, c'est relatif à la qualité de l'offre que l'entreprise de l'autre bord de la rue pourrait lui faire. Il n'est pas un avec son entreprise, avec son patron, avec le projet. Il est juste un avec son salaire, ses revenus, ses conditions, ses avantages. On lui offre mieux ailleurs, il va y aller. Ça, c'est un hyper moderne. Alors que les modernes, vous aviez des gens qui s'engageaient à vie pour une entreprise. Ils voulaient faire partie de l'histoire de cette entreprise. Donc, c'est là, ici, là, qu'on voit cette nouvelle génération, qui, je dis nouvelle, mais elle est déjà là depuis quelques décennies, donc l'hypermodernus. Donc, et je tiens à préciser que quand je décris le mot hypermodernus, comme croyant, là, je parle pas à des gens, je suis pas en train de décrire des gens de ce monde autre que moi-même ou autre que nous-mêmes. Comme si nous, les chrétiens, on échappait à ça. En fait, on n'échappe pas à ça. C'est notre monde, et qu'on le veuille ou non, on est des homo hypermodernus aussi. Et si on y prend point garde, on se comporte même spirituellement dans nos églises comme des hypermodernus. On s'est construit des modèles d'église hypermodernes, et ça se voit qu'on est des hypermodernes parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts dans l'esthétisme. Faut que ça soit beau, faut que ça soit jouissif. Faut que rien dérange dans la place. Faut que la peinture sur les murs, ça soit beau. Faut que les draperies en avant. Tu sais, des madames vont s'asseoir dans une église puis vont remarquer qu'il y a des plis dans la draperie. Oh, ça dérange. Tout dérange. La couleur des sièges, la couleur des tapis, des draperies. Tout. Les hypermodernes sont des jouisseurs de beauté. Il faut que ça soit beau à leur goût, à leur élégance. Il faut que ça s'ajuste toujours. La qualité sonore, que ça soit parfait. Faut se créer une ambiance dans nos églises qui soit favorable. Faut que ça soit un climat de positivité. Donc, et là, si une église ne nous donne pas cela, ben nous irons en trouver une autre, c'est tout. On est des hyper modernes, donc l'engagement, la fidélisation, ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, en passant, je ne suis pas en train de dire qu'une personne ne peut pas changer l'église. Si on change, il faut que ce soit pour des raisons d'ordre spirituel sérieuses. Il y a des églises qui tournent en rond, qui s'en vont absolument nulle part, ou qui sont dans le domaine de la manipulation. Ben là, on reste pas là. Mais par contre, quand on quitte pour des raisons d'esthétisme, des espèces de trucs, peut-être qu'on est en train de révéler qu'on est devenu juste des petits bourgeois. Donc, l'hypermodernité est une culture de l'hédonisme. L'individu hypermoderne, donc l'homo hypermodernus, est hypersensible à tout ce qui pourrait le priver de ses droits et libertés individuelles, car il croit que son bonheur est directement lié à la possession de ce genre de valeurs. On ne le sait pas, nous, mais la question des droits et libertés individuelles, c'est quelque chose de très, très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça existait plus ou moins avant. Ça existait pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde de façon égalitaire. Maintenant, pour beaucoup de croyants, ces valeurs-là, on a l'impression que c'est des valeurs bibliques. En réalité, ce sont des valeurs païennes. Bonnes, mais païennes. L'Évangile n'a jamais vraiment eu besoin de ça pour traverser les siècles. Mais on voit l'individu chrétien hypermoderne lorsque il sent, puis dans la pandémie actuelle, c'est là que ça se voit, ça éclate au grand jour, le fait de se rendre compte que les gouvernements prennent un peu plus d'autorité pour gérer la crise. À tort ou à raison, le font-ils bien ou pas? C'est pas ça le point, là, pour moi, ici, mais le fait qu'ils prennent autorité, et c'est tout de suite, on est choqué. Hey, mes droits! Hey, mes libertés! Oh, j'ai pas le droit de sortir après 8 heures. Peut-être que tu sortais jamais après 8 heures, mais là, tu t'es dit, ouais, mais là, mes droits de sortir après 8 heures sont brimés. Je vais sortir après 8 heures. Je suis un brave. Moi, j'ai pas peur. Écoutez, ça signifie que vous êtes contaminé par quelque chose de pire qu'un vaccin, c'est-à-dire vous êtes
pogné dans le virus hyper moderne où vous pensez que vous êtes une fin en vous-même. Vous êtes, vous, là, si important et vos droits et libertés sont si importants et vous avez l'impression que l'Évangile doit absolument entendre ou passer par la valorisation de vos droits et libertés. Mais tout ça, c'est le monde. Le monde pense de même. Maintenant, est-ce que nous, on pense comme ça? Est-ce qu'on doit penser comme ça? Eh bien, nous, on devrait échapper à tous ces petits pièges qui sont là partout pour n'avoir que les valeurs de l'Évangile qui, elles, sont complètement apolitiques sur ces questions-là. Lorsqu'on a voulu accoter ou accoster Jésus sur des questions semblables, comme l'homme qui vient dire à Jésus un jour, « Hey Jésus, dis à mon frère de partager l'héritage. » Tu sais, mon droit à l'héritage n'a pas été respecté. Fais valoir mon droit. Est-ce que Jésus va répondre à ça? Non. Est-ce que Jésus va répondre et essayer de corriger toutes les injustices causées par les lois injustes du Sanhédrin ou de la justice du monde romain? Il va jamais, 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 jamais adresser ces questions-là, jamais, parce que son royaume est pas de ce monde, donc il n'est pas venu régler les questions sociales et politiques du genre humain. Il est venu sauver l'humanité de sa condition pécheresse. C'est beaucoup plus grave et important, cette question-là. Donc, lorsqu'un centenier romain dans l'évangile de Luc, qui est une autorité romaine, l'approche au sujet de son serviteur qui est malade, il dit seulement une parole, dit-il à Jésus, « Mon serviteur sera guéri. » Et à l'instant même, le serviteur le fut. Et on ne voit pas Jésus dire à ce gars-là, qui est peut-être une autorité, dire, « Hey, en passant, j'aurais quelques revendications à te faire, parce que là, je trouve qu'à Jérusalem, ces temps-ci, là, il y a un peu trop de gardiens romains qui nous surveillent, puis nos libertés, tu sais, moi puis mes disciples, on aimerait ça. » Ils sont tellement pas dans ce type de revendication-là, puis c'est pour ça que revenir à l'Évangile, c'est nécessairement se refaire une conscience pleinement de l'Évangile, puis sortir des faux combats, parce que Paul disait, j'ai combattu le bon combat, celui de la foi, pas la foi contre ce monde et ses mensonges, mais une foi pour les promesses de Dieu. Donc, l'homme, l'individu, là, l'homo hypermodernus, n'a pas appris à se priver, n'a pas appris à comprendre ce que ça voulait dire de se priver de quelque chose pour le bien commun. Car chaque moment de sa vie, croit-il, appartient à son bonheur unique à lui. L'homo hypermodernus est toujours en train d'évaluer son bien-être et son bonheur. C'est ça sa jauge. Celui des autres autour, c'est pas mon affaire. Moi, ce que je veux savoir, c'est, suis-je heureux? C'est ma quête de bonheur. Et ça, c'est ce qui arrive dans un monde riche, un monde bourgeois, un monde où on dispose de tous les conforts possibles. On s'est tellement pu se battre juste pour survivre qu'un coup qu'on a appris, on n'est pas en survie, on est en train de vivre trop, trop dans le confort, trop dans toutes sortes de libertés, que en devenant des bourgeois, ben on gère notre bêtise, notre quête, notre recherche d'utopie. On est dans ça. Donc, serais-je plus heureux ailleurs? C'est le genre de question. Et je le sais, moi, je suis un hyper moderne dans l'âme parce que je lis cette réflexion-là, puis elle est pas normale, mais on pense qu'elle est normale parce qu'on pense de même. On réalise pas qu'on est formaté par une civilisation, puis il n'y a pas quelqu'un qui a décidé qu'on allait penser de même. Ça, là, c'est des flots étranges. Des esprits civilisationnels. Par esprit, je veux dire des attitudes, des pensées, des valeurs qui ont grandi dans ça. Puis on grandit en se demandant, suis-je bien dans ma peau? Suis-je heureux dans ma maison? Peut-être que je devrais avoir un autre conjoint. Je suis pas sûr qu'il m'épanouisse complètement, ce mariage-là. Donc, on est tellement dans la quête de notre propre bonheur et de notre propre bien-être qu'on est toujours sur le bord de changer. On ne sait pas renoncer à ça. On pense que le bonheur est quelque part ailleurs. En passant, c'est vrai des fois qu'il faut changer. Il
il faut changer des situations dans nos vies. Donc, je ne remets pas ça en question, là. Il y a des fois qu'il faut quitter des milieux parce que c'est devenu hyper toxique, puis c'est pas bon. Ça, c'est clair. Mais moi, je parle plutôt ici de l'espèce de quête de mon bonheur. Je suis toujours dans cette recherche-là. Là. Donc, un autre conjoint, une autre maison, peut-être une autre voiture, un autre milieu. Voyez-vous, je veux le dernier téléphone intelligent, le dernier iPhone, ça me prend ça. C'est toujours cette quête d'aller chercher ce qui pourrait faire mon bonheur. Donc, ça, c'est de l'hypermodernité. Donc, l'homo hypermodernus est celui qui fait tout à sa manière. Il y a beaucoup de chansons, là, I do it my way. Hein? Puis j'écoutais une chanson du groupe Turn Me Loose. I do it my way aussi dans ça. Je fais faire les choses, mais je ne le fais plus à la manière de la société qui m'entoure. Je fais toutes choses à ma façon. Donc, l'hypermodernité, c'est de l'hyperconsommation, c'est de l'hypersensibilité sur soi-même, c'est tous les choix qu'on fait. Est-ce que je vais avoir des enfants? Si je me marie, est-ce que mes enfants vont être un empêchement de m'épanouir? Puis pourtant, je ressens l'envie d'être papa ou d'être maman. Mais en même temps, on me dit, oui, mais tu sais, tu pourras pas faire ta carrière, ma grande, là. Tu sais, t'es peut-être mieux de pas en avoir trop. Ou si j'en ai, ben, donnez-moi des garderies pour que je puisse m'accomplir. C'est besoin d'accomplissement. Sexuellement parlant, le monde hypermoderne, c'est le monde d'une consommation de la sexualité où les gens, les partenaires sexuels sont jetables après usage. C'est le monde on appelle ça le fuck friend en anglais, ou le copinage sexuel, je pense, en français. Donc, sexuellement, les gens sont jetables après usage. On est dans un monde qui dit, ben la sexualité, des choses intéressantes à expérimenter là-dedans, ben sexualité ouverte. On est dans le monde de l'échangisme, de l'adultère, copinage sexuel, la pornographie. Donc, on fait pas partie de ces hommes et de ces femmes qui vont se mettre des limites. Peut-être que vous le faites, peut-être que moi je le fais, mais généralement, on est dans un monde qui se dit ouvert. On a éliminé les notions de bien et de mal, donc c'est ni bien ni mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à me faire du bien, au fond? C'est ça, tu sais. Puis, donc, c'est aussi le monde du féminisme à outrance. Puis je suis pas contre l'égalité homme-femme en passant, mais c'est juste le féminisme qui fait que on entre dans des hyper-revendications. Puis encore là, je veux des enfants, mais à condition que ça nuise pas à ma carrière. Donc, donnez-moi des garderies, donnez-moi des moyens de pouvoir faire en sorte que ma vie soit parfaitement égalitaire en toutes choses. Donc, c'est tout ça. Maintenant, on peut trouver raisonnable, parce qu'il y a des affaires raisonnables dans ça, mais on peut ne pas se rendre compte ou ne pas s'être rendu compte que ce sont des valeurs strictement païennes. Strictement païennes. Donc, est-ce qu'on peut les christianiser, ces valeurs-là? Non. On est à contre-courant des valeurs de ce monde qu'on croyait. Donc, et là, encore là, pour aller plus loin dans l'hypermoderne, c'est toute la question de l'identité des genres sexuels ne dépend plus de l'appartenance biologique, mais du ressenti de chacun. Écoutez, c'est une absurdité, mais c'est une absurdité que tout le monde dit, ouais, mais c'est ça, c'est comme ça, faut accepter ça, faut être, oui. Moi, j'accepte que des gens ont choisi de penser de même, je me mettrai pas contre eux, mais jamais on va me faire dire que c'est raisonnable, c'est à contresens, c'est clairement à contresens. Non pas seulement de mes valeurs de foi, mais c'est à contresens du sens biologique et scientifique des faits. Mais bon, dans le monde hypermoderne, la science fait pas forcément autorité, ni la foi, et la science a beau dire des choses que mon ressenti est supérieur. Je suis au-dessus de tout ça. C'est la primauté du moi, la primauté de mon droit, de mon ressenti sur le droit collectif. Dans un monde qui fait la promotion des droits individuels, ben chacun réclame à haut cri ses droits, ses libertés. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, ça nous dit que notre monde est à l'horizon d'un chaos civilisationnel. L'Occident est en train de se dissoudre sous nos pieds. Et ni vous, ni moi, on va l'empêcher. Autant qu'avant, ça me dérangeait, ça. Mes valeurs nationalistes québécoises, mes valeurs
j'étais plutôt un séparatiste, mais ça avait de l'importance, mon nationalisme, ça avait de l'importance, la civilisation occidentale et ses valeurs. Ça a complètement fondu, ça. Ça m'intéresse plus beaucoup parce que j'ai redécouvert l'importance d'une autre civilisation qui est celle du royaume de Christ. C'est de ça dont je suis aujourd'hui, comment vous dire, le citoyen. Comme Paul dit, on est des citoyens des cieux, des gens de la maison de Dieu. Donc, et je terminerai cette partie-là en vous disant, l'homosexualité et la transsexualité est à son meilleur dans un monde hyper moderne qui voue un culte au ressenti individuel et qui voue un culte à tout ce qu'il peut y avoir de différence, affirmer sa différence. Dans le monde moderne, ces valeurs, l'homosexualité ou la transsexualité, aurait pas passé, ça aurait pas pu rentrer là, parce que le progrès, l'idée du progrès était unificateur sur le plan civilisationnel. Il permettait pas à des postures à contre-courant du progrès de s'insérer. Mais le jour où on a cessé de croire que le progrès nous amenait vraiment quelque part, ben, à ce moment-là, c'est l'éclatement complet du monde occidental, dans un monde hyper moderne. C'est tout ce qui est à contre-courant qui marche, puis qui est populaire. Donc, l'Église, elle, dans un tel monde, le message biblique, lui, s'en trouve extrêmement affecté. Puis là, il faut comprendre ici comment fonctionne le monde spirituel et le royaume de Dieu, parce que on peut se mettre à vouloir combattre contre ce qui se passe en ce monde pour que l'Église ne perde pas sa place. Mais ce qu'on n'a pas compris, si on fait ça, c'est que l'Église ne peut pas perdre sa place. Elle est le prochain gouvernement mondial géré par Christ sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. La victoire étant déjà acquise, on devrait se reposer même si on voit ce monde malheureusement se désagréger. Le message biblique, lui, est effectivement très affecté dans un monde hypermoderne, car l'idée qu'il existerait une vérité absolue au-dessus de toutes les autres n'a plus de place dans un monde relativiste qui ne s'accorde plus sur ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est vrai. On ne veut plus entendre parler d'un Dieu tout-puissant qui jugera les hommes un jour. Le message de l'Évangile est tellement à contre-courant de la pensée hypermoderne, donc c'est pas pour rien qu'on veut pas l'entendre nulle part, là. Hein? On l'a chassé des écoles, là, des hôpitaux, de l'espace public, puis on a dit, parlez-vous de ça dans vos bâtiments. Moi, ça m'a énormément agressé, ça, quand j'ai vu ça il y a 15-20 ans. J'ai dit, hey, c'est pas vrai qu'ils vont nous... Et aujourd'hui, je suis très, très relax parce que je me dis, la puissance de l'Évangile ne dépend pas de mon militantisme. C'est l'œuvre de Dieu de faire affirmer son message par l'Esprit Saint. Et le Seigneur, Jésus-Christ, par son Esprit, va sauver des millions de personnes dans ce monde-là quand même, tout comme il en a sauvé dans le monde romain. Et quand il va plaire au Seigneur de faire du ménage en Corée du Nord, puis de dire que l'Évangile peut faire un réveil là-bas, Dieu va le faire. En d'autres mots, on est dans la démarche d'un Dieu souverain. Ce ne sont pas nos actions si héroïques soient-elles qui vont changer quoi que ce soit à l'avenir de la civilisation. C'est le Dieu souverain qui permet ou pas des situations qui arrivent ou pas. Et nous, on doit se concentrer sur l'Évangile, l'annoncer, le faire entendre. Parce que c'est le moyen de salut, c'est l'Évangile. Parlons un peu d'écologisme. Je veux juste vous faire voir une des grandes utopies du monde hypermoderne, c'est le mouvement écologiste qui se comprend. Moi, je le comprends. Je comprends très, très bien que des hommes et des femmes vont prendre la rue avec des pancartes pour demander qu'on cesse de polluer la planète. Surtout quand on sait que dans le Pacifique, là, il y a une île de plastique là, avec des cochonneries là, qui se sont accumulées. Là. C'est un vrai fléau, cette affaire-là. Et quand on sait que le gouvernement au Canada, probablement, ont décidé de retirer les pailles. Tu sais, les petits crayons. Pour boire une liqueur, on dit les pailles de plastique. C'est vouloir régler un problème par la chose la plus insignifiante de ce problème. Ben, bienvenue dans le monde hyper moderne, un monde où on se raconte des histoires, vraiment.
On n'en rigole même pas, mais ce sont drôles ces histoires-là. Donc l'écologisme, aujourd'hui, cette puissance qui veut arrêter la force de la pollution dans le monde, et tout ça dans un monde capitaliste qui lui fait semblant de vouloir se donner des couleurs écologistes, mais qui en fait, le monde capitaliste, c'est de la grande industrie qui produit du matériel qui est fait pour aller dans un dépotoir le plus rapidement possible pour que vous puissiez en acheter d'autres. Donc, vous pouvez être un hyper écologiste et vous changez votre téléphone, votre iPhone à tous les années. Vous êtes dans une utopie vous-même, mais vous vous en rendez pas compte. C'est comme on avait remarqué certains écologistes qui se promenaient en 4 roues motrices, là, tu sais, c'est comme avec des gros moteurs, des gros VUS, mais qui sont pour dépolluer la planète. Donc ça fait partie du monde hyper moderne, c'est d'être une contradiction sur deux pattes. Donc les mouvements de la contre-culture qui étaient nés des années 60-70, là, les mouvements hippies, punk et tous les autres mouvements de pression et les lobbies, c'est mort au feuilleton, c'était des utopies, ça pouvait pas durer, évidemment. Sauf que beaucoup de ces choses-là se sont mutées en mouvement de résistance. Vous avez Greenpeace à l'échelle mondiale, vous avez Équiterre ici au Québec, et beaucoup de ces groupes-là se sont structurés, et certains ont même développé ce qu'on appelle de l'écoterrorisme, c'est-à-dire qu'ils vont faire des mauvais coups aux industries pétrolières, puis ils vont bloquer des pompes, ça va jusqu'à là. L'écoterrorisme, c'est cette idée que, puisque les gouvernements ne veulent pas changer le monde et prendre des décisions écologiques responsables, on ne peut plus être soumis à eux. Donc c'est un peu vive l'anarchie, on va créer un autre système en parallèle et on va terroriser notre idée sur l'écologie. Certains de ces mouvements possèdent leur propre parti politique et tous les partis politiques ont embarqué dans la valse. Maintenant, il te faut dans ton programme quelque chose d'écologique, parce que sinon tu vas perdre le vote, c'est sûr. Donc, voyez-vous, là, ici, il y a comme une manie, là, il y a comme une grande idéologie, mais elle est utopique. Mais attention, quand je dis utopique, je dis pas qu'elle est une mauvaise idée. Dépolluer la planète, c'est une excellente idée. Polluer moins, c'est une excellente idée. Quand je vois des milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes protester publiquement, je comprends leur peur, leur terreur. Ils ont peur. Si t'es pas croyant, il y a juste une planète qui peut servir de lieu de résidence, c'est la Terre. Tu veux la sauver pour toi et tes enfants. Si tu crois pas que en rédemption, Jésus-Christ a autre chose de mieux, de plus, je comprends ta réaction de vouloir sauver la planète. Sauf que, en même temps, c'est une utopie de plus. L'histoire de l'humanité, c'est essentiellement l'histoire des guerres et des mensonges, des utopies qu'on se compte. Donc, l'écologie devient un nouveau culte qui propose ni plus ni moins la rédemption de la Terre ou de la planète Terre, par des moyens d'hommes. Utopie parce que d'un côté, tous les acteurs sociaux et politiques qui vont parler d'écologisme, mais à la fois, puisque nos États reposent sur une économie essentiellement capitaliste, on accepte le contraire aussi. Et ça, on appelle ça l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est cette idée, puis je vous le dis rapidement, parce que je ne veux pas mettre trop de temps là-dedans, c'est l'idée que des compagnies qui fabriquent des électroménagers, là, des lavages, des appareils pour laver la vaisselle, laver le linge, une sécheuse, une cuisinière, un réfrigérateur, tous ces objets-là, les électroménagers, on les construit pas pour que ça dure 20-25 ans, mais on les construit, ça traverse pas 10 ans dans certains cas, et même moins. Nous, on a eu affaire à ça, puis à un moment donné, on s'est rendu compte, puis un réparateur était venu réparer notre réfrigérateur en disant, il dit, il a été programmé pour briser. Là, il dit, ils l'ont fait pour que les pièces durent un certain temps parce qu'ils veulent que tu en achètes un autre. Puis c'est comme ça avec les téléphones intelligents, les ordinateurs, les voitures. Donc, on vous crée des technologies, mais on vous crée une technologie, puis dans la technologie, on va faire une autre version l'année prochaine et on va vous forcer à vous débarrasser de ce que vous aviez parce qu'on a réussi à créer, par votre naïveté,
on a réussi à créer l'illusion que vous aviez besoin de la nouvelle application ou de la nouvelle affaire que votre téléviseur peut faire, ou votre ordi, ou votre voiture, ou ci ou ça. Donc, l'obsolescence programmée, c'est une hyper manipulation capitaliste et c'est la chose qui pollue le plus la planète. Parce que si on vous disait, on va vous fabriquer des voitures puis vous allez être bon pour 25 ans avec ça, facilement, ça rouille pas là. Et on va être capable de vous ajuster les nouvelles technologies dedans sans aucun problème. Fait que votre voiture vous la garder longtemps. Ben non, l'industrie de l'automobile tomberait par terre, des millions de jobs se perdraient. Donc on peut pas aller là. Puis dans les électroménagers, on peut pas aller là. Puis dans les nouvelles technologies, on ne peut pas aller là. Donc, notre monde est coincé dans un combat contre la pollution, tout en persévérant dans une économie qui est hyper polluante. C'est ça le monde hyper moderne, dans ses contradictions et ses ambivalences. Donc, voilà pour ça. Parlons maintenant de l'homme générique. L'homme générique, le mot générique vient du mot genre. Donc, il y a un prêtre catholique qui est un chercheur enseignant à l'université de Louvain en Belgique, qui s'appelle Michel Choyans. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est S-C-H-O-O-Y-A-N-S. S-H-O-O-Y-A-N-S. Lui a écrit une couple de livres. C'est un chercheur, ce monsieur-là, ce prêtre-là, c'est un bonhomme très intéressant. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'Évangile face au désordre mondial ». Il a publié ça il y a 22-23 ans, lui, en 1997. Puis il a publié d'autres ouvrages dans lesquels on voit bien que c'est un fin observateur du monde dans lequel on est. Donc, lui parle de l'homme générique, puis il a très très bien compris que dans un monde gagné à la théorie de l'évolution et l'idée de l'eugénisme, c'est rebâtir des humains là en avortant ceux qui sont nuisibles à la survie de la race, puis en éliminant également les plus vieux éventuellement pour se garder un cheptel d'hommes et de femmes en bonne santé. Lui, il a compris et il a créé cette expression. L'homme générique désigne, selon lui, non plus l'homme dans son individualité, mais la préciosité de l'homme dans son genre, le genre humain. Donc lui, il dit, il y a deux façons de voir l'humanité. Ou bien on le voit par la préciosité et la valeur de chaque être humain, alors on va vouloir leur faire du bien à chacun d'entre eux, si même ils vont pas bien. Et donc on veut sauver des gens, alors qu'il dit maintenant notre humanité s'en va plutôt vers sauver le genre humain. Donc vous voyez la subtilité, c'est que si pour sauver l'humanité, on doit sacrifier un certain nombre d'humains, eh bien, on va le faire. Et l'eugénisme, c'est ça. Donc, pour sauver le monde, il faut donc sauver l'homme, mais pas forcément sauver des personnes et des individus, il faut sauver le genre, l'humanité pour elle-même. Donc, l'équation de toutes ces idées pour résultat d'une transformation en profondeur des valeurs humaines. L'homme est ramené au rang d'un cheptel, au rang d'un bétail dont il faut améliorer la condition génétique si on veut améliorer l'avenir de son humanité. Dit-il, en 2002, un groupe de travail constitué par le National Science Foundation, NSF, des États-Unis, prédisait l'imminence d'une révolution scientifique et technologique qui permettrait une énorme amélioration des capacités humaines. Un an plus tard, le Conseil sur la bioéthique constitué par George W. Bush pour donner un avis sur des questions comme celle des cellules souches et du clonage, a dressé une liste de techniques bien réelles susceptibles d'être utilisées pour améliorer le fonctionnement de l'être humain. Aujourd'hui, ou sinon dans un avenir très proche, il a défini plusieurs domaines allant de l'ingénierie génétique jusqu'au remplacement des parties du corps humain. Et là, ça c'est il y a presque 20 ans que ça a été dit, cette affaire-là. Maintenant, on y est, là, on est capable de... Puis en passant, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Écoutez, il y a des innovations médicales très intéressantes où éventuellement on pourrait vous refabriquer des poumons, un cœur, un foie par des techniques de cette nature-là. Mais en même temps, M. Choyans, ce qu'il veut faire voir, c'est OK, c'est intéressant, mais si on projette ça dans 50 ans, puis dans un siècle, on va être rendu où? On va-tu être
rendu dans une humanité qui se fabrique des morceaux de corps. On arrive à un accident, vous perdez 2 jambes, pas de problème, on vous en pose 2 nouvelles avec vos cellules souches. Voyez-vous, et là, comment on va permettre si on veut, à toute la question de l'intelligence artificielle aussi, de pénétrer notre intelligence naturelle et de faire un amalgame. Donc, M. Choyance nous dit, notre humanité s'en va dans des endroits que ça fait peur. Jacques Testard, qui est un grand chercheur français, que certains considèrent comme le père des bébés éprouvettes, qui lui était très à fond dans ça, a fait un recul dans les dernières années. Lui aussi sonne la sonnette d'alarme en disant oui, c'est épeurant où ça s'en va, là, ces technologies médicales-là. Donc, il y a un autre auteur que j'aime bien qui s'appelle Francis Fukuyama. J'ai son livre ici, justement. Qui est un livre qui s'appelle La fin de l'histoire et le dernier homme. Il y a un nom japonais, mais c'est un Américain, Francis Fukuyama. Lui, dans ce livre, justement, va dire les conséquences de la révolution biotechnique. Fukuyama estime que l'amélioration génétique modifiera la nature humaine et détruira la notion d'humanité telle qu'on la connaît et va complètement modifier pour le 21e et le 22e siècle complètement l'ordre social de l'humanité. Donc, l'homme générique, c'est l'homme non plus au sens de l'individu, mais c'est l'homme au sens de l'espèce humaine. Au fond, l'humanisme athée, après les grandes guerres, après la modernité, après les déceptions, découvre lui aussi que l'homme, dans sa vraie nature, est un être déchu. Mais puisqu'il rejette toute l'idée de rédemption telle que le christianisme le propose en Jésus-Christ, il va adopter une autre forme de rédemption. Il va dire, on va se sauver nous-mêmes par des moyens scientifiques et terrestres. Et pour sauver le genre humain, il faudra peut-être sacrifier plusieurs individus qui ne répondent pas aux critères de ce que c'est une bonne vie. Et là, on rentre dans l'eugénisme pratique. Donc, et là, on se donne toutes sortes de moyens politiques. Et M. Choyance dénonce ça également dans son ouvrage. De quelle façon les gouvernements et les instances politiques mondiales, l'ONU et d'autres, vont déclarer des droits universels de l'homme. Vont dire, il y a des droits. Les droits universels de l'homme, c'est très, très fort, très, très précieux. Mais la question, c'est qui a droit à jouir de ces droits-là? Est-ce que tout le monde a vraiment des droits égaux? On va dire, oui, un coup que t'es né, tu les as. Mais si tu es un bébé, pas encore né, la Charte universelle des droits de l'homme des Nations unies ne donne pas de droit à un fœtus. Donc, vous voyez, il y a déjà ici une limite. Donc, tu deviens un être humain avec des droits seulement après l'expulsion. Et je sais qu'il y a du militantisme pour faire reculer. En d'autres mots, si on découvrait que tu es malade quelques jours ou quelques heures après ta naissance, on pourrait aussi avoir le droit de te retirer la vie à partir de ce moment-là. Donc, M. Choyance a fait un travail extraordinaire pour essayer de montrer tout le problème à la fois de ce dérapage eugénisme, mais également ce dérapage qui est aussi politique. Un autre auteur, Emmanuel Picavet, qui est professeur à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, a écrit ceci. Il faut comprendre et d'abord simplement décrire comment la vie humaine a cessé de coïncider avec l'existence des entités humaines. L'être humain embryonnaire, donc les bébés, les fœtus, accède éventuellement à l'existence autonome ou cesse d'être, mais il peut aussi subsister d'une autre manière, non plus en tant que personne ou être humain parvenu à une existence, mais en tant qu'une chose. S'il n'est pas né, le bébé, il n'y a pas de droit, donc il n'est pas un humain, il est une masse de cellules, il est une chose, il est un objet. C'est ce que M. Picavet dénonce. S'il reçoit, il est comme une plante, ou il est comme des animaux de laboratoire, donc sans droit particulier. S'il ne reçoit pas le permis d'exister dans la délivrance, dont la délivrance est d'ailleurs de plus en plus sélective, les critères de normalité scolaire, sociale, économique se surimposant désormais aux critères de la normalité biologique et de la normalité dans l'apparence physique. Il dit ceci aurait pour conséquence qu'il peut rester, donc,
dans un réfrigérateur, condamné à rester prisonnier d'un stade précoce de son propre développement, par exemple parce qu'il aurait servi simplement en tant que produit, en vue d'augmenter l'efficacité technico-économique d'un processus de fécondation in vitro. C'est terrible ce qu'il dit, M. Picavet. C'est quoi son nom? J'ai oublié son... M. Picavet, oui, c'est ça. Il termine en disant... il peut aussi servir de cobaye ou bien encore faire office d'usine à cellules au profit d'autrui. S'il a de la chance, il peut, dans certains cas, parvenir à une certaine vie humaine normale grâce à ses caractéristiques génétiques avantageuses, intéressantes du point de vue thérapeutique notamment, mais il peut aussi être détruit à la suite d'une décision politique qui va régler son sort. Donc, c'est très intéressant ce que M. Picavet est en train de dire parce que, au fond, ce qu'il nous montre, lui, c'est que l'humanité et la valeur de l'humain va être une sélection qui va être faite en fonction non plus de sauver des individus, mais de sauver l'humanité. Donc, si pour sauver l'avenir de l'humanité, on doit sacrifier des humains pour rendre ça possible, eh bien, c'est peut-être le genre de monde dans lequel on s'en va. Dans les dernières 10 minutes de ce cours, je vous lis... en fait, je vous lirai pas beaucoup, autant que j'avais prévu, mais si jamais vous pouvez mettre la main sur un ouvrage de M. Pierre-André Taguieff. Pierre-André Taguieff, c'est un politicologue, sociologue, historien des idées et directeur de recherche honoraire au CNRS en France. Auteur que j'apprécie beaucoup, a écrit un livre il y a quand même un petit bout de temps qui s'appelait « L'illusion du progressisme ». Si vous pouvez trouver ce livre-là, c'est très intéressant. Illusion du progressisme. Lui, il va essayer de dire que le progrès, c'est un échec total. Puis que c'est devenu une doctrine, c'est devenu une idéologie, et que ceux qui sont dans ça, parce qu'ils sont encore là, les progressistes, vont imposer un discours, puis ils vont dire à tous ceux qui ne sont pas des progressistes, taisez-vous, et pourtant, ils sont dans une pleine utopie. Il va dire, le progressisme, c'est la foi dans le progrès, sans l'esprit critique, ni le sens de la tolérance, avec la conviction dogmatique que l'on possède la vérité sur l'avenir et qu'on est installé dans quelque chose de bien. Les plus terribles simplificateurs sont ceux qui croient savoir comment l'humanité doit agir parce qu'ils s'imaginent savoir où elle s'en va. Ils en déduisent qu'ils sont autorisés à rééduquer ou à mettre à l'écart, voire faire mourir ou à laisser mourir tous ceux qui ne suivent pas le bon mouvement ou ne s'inscrivent pas dans le sens de l'histoire du progrès. Donc, lui va proposer l'idée que notre civilisation occidentale ne s'en va pas du tout vers un progrès, mais vers de l'absurdité. Lorsqu'une civilisation entre dans sa phase d'aliénation de la raison, parce que ceux qui la composent sont devenus confortables, riches et souvent blasés, cette civilisation cesse de progresser et entre dans un cycle de recul qui s'observe par les absurdités qu'elle admet comme faisant partie de son évolution raisonnable. Et c'est là qu'on est. Il y a des absurdités continuelles qui se passent en ce monde, dans notre monde, dans nos vies, et on est presque en train de dire, ben oui, c'est correct. C'est à accepter. Donc, si vous voulez faire une tête là-dessus, je vous répète, Taguieff, son livre, c'est L'illusion du progressisme. Monsieur Choyance, son livre, c'est... Attendez que je retrouve ça. Monsieur Choyance, c'est l'Évangile face au désordre mondial. Ce sont des livres qui ne sont pas tout à fait récents, mais qui donnent une bonne idée de où va le monde. Je terminerai en conclusion sur un témoignage que je vais vous donner sur comment je perçois l'Église et le christianisme dans des temps comme ceux-là. Comment je me positionne, moi, face à cette absurdité du monde dans lequel je vis. Comment je vis ça, moi? Puis, voyez-vous, c'est ça. Comme bien des chrétiens de ma génération, je suis perturbé, moi, par la déshumanisation de notre monde. L'homme échoue à répétition. Et comme historien aussi, je suis capable d'arriver à mesurer un peu sur du long terme ce qui s'est décidé. Et l'homme échoue à répétition
et tous les progrès qu'il a voulu, qu'il a espéré, qu'il a cru honnêtement être de bons progrès pour l'humanité n'ont fait rien de mieux que d'enfoncer l'humanité dans quelque chose de plus en plus absurde. Bon, il est tentant de se lancer dans l'arène de ce monde pour faire cesser les carnages. C'est ce que beaucoup choisissent, c'est ce que j'ai déjà fait d'ailleurs. À tout le moins, on se dit, ben, on peut peut-être pas empêcher, mais on peut ralentir la folie. Mais moi, plus j'observe l'évolution du monde vers sa destruction, plus je me convainc que c'est une immense perte de temps. Après avoir pendant des années moi-même milité pour dénoncer tous les abus de nos gouvernements, des Nations Unies, après avoir remarqué l'effondrement de la civilisation du monde occidental, j'en suis venu à la conclusion que l'écriture seule propose une vraie solution. On ne le sauvera pas, ce monde, puis on ne le délivrera pas de ses folies. Paul n'a pas essayé de dégager l'Église du monde romain. Daniel n'a pas essayé de dégager Israël du monde babylonien. Les héros de la foi ont eu une indépendance de pensée par rapport à comment ce monde se conduit. Ils ont agi comme des citoyens des cieux, comme des gens qui étaient temporairement présents sur cette terre. Mon militantisme politique et social n'a rien fait de mieux que de nourrir en moi une colère contre les déciseurs de ce monde corrompu. J'ai naïvement cru que chacune de mes actions à l'époque, que mes commentaires, que mes textes, que mes articles allaient changer quelque chose un peu à ce monde, mais ça n'a pas marché. J'ai échoué et j'ai été même en colère que Dieu donnait pas plus de force à mon discours. J'ai pensé, moi, que Dieu était avec moi dans ça, parce que je dénonçais des mensonges. Et qu'en le faisant, je me suis dit, mais je retarde l'application des plans iniques de ce monde. J'ai vraiment pensé ça. Mais tout ça, tout ce que j'ai fait avec d'autres, ça a absolument mais rien donné. Dieu n'a donné aucune puissance, aucune autorité, zéro efficacité. Donc, je me suis souvent dit que dans ma colère de voir si peu d'efficacité, je me suis dit, si j'étais pas un chrétien, moi, je serais un révolutionnaire. Parce que si j'étais pas croyant, je serais forcément habité par une forme de révolte contre l'absurdité de ce monde. Mais ma réflexion a évolué. Dans Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20, ce texte-là m'a beaucoup parlé. Jacques 1, 19, sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais je suis pas vraiment en colère, je suis juste critique de la société. Écoutez, quand vous êtes en colère, ça se sent, ça se lit. Vous êtes dans un état critique continuel, vous bombardez des institutions, à tort ou à raison, vous perdez votre temps. Et vous perdez le temps que Dieu vous accorde. Moi, il y a 2 ans, là, j'ai passé à travers une crise majeure, une crise spirituelle terrible dans ma vie. Et ça m'a forcé, si j'ai trouvé ça difficile au départ, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ça m'a sorti de quelque chose, puis ça m'a forcé à faire un reset en quelque sorte. Repartir à zéro et de réfléchir à nouveau sur tout ce qu'implique ma marche chrétienne. Parce que j'ai pas fait un reset de Dieu, mais sur comment je comprenais notre monde, mon monde, ma vie, mon appel, l'Église. Il a fallu que je me repose des questions sur c'est quoi, qu'est-ce qu'une Église? Tu sais, on grandit dans un modèle, puis là on se dit, ben c'est ça une Église, mais sauf que j'avais jamais fait le travail d'aller voir l'Écriture elle-même directement, tu sais, sans quelque chose entre nous deux qui me donne une couleur. C'est quoi mon rôle de pasteur? C'est quoi exactement ça? Qu'est-ce qu'un chrétien dans un monde comme le nôtre? Qu'est-ce que l'Église dans un monde comme le nôtre? C'est quoi le rapport que Jésus avait avec les autorités politiques de son temps? Est-ce qu'il a voulu changer ça, lui? Tu sais, quand on lui a demandé de prendre position pour César ou avec la pièce de monnaie, sa réponse est géniale. C'est César qui est dessus. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y avait absolument aucune intention politique de ça, mais zéro intention politique. Comment les apôtres ont interagi avec les autorités politiques
de leur temps, comment les héros de l'Ancien Testament ont réagi. Donc, moi, là, ma crise, elle a été tough, mais ô combien bienfaisante, parce que elle m'a obligé de réfléchir à nouveau. Suite à cette riche et nécessaire réflexion sur tous ces sujets, j'ai pris conscience que j'avais mis beaucoup trop de temps dans des trucs ingérables, autant en église qu'en société, qu'en politique. J'ai passé beaucoup trop de temps à gérer, à défendre des systèmes et des idées qui, moi, au fond, je réalise, m'ont fait tourner en rond. J'ai fait du surplace pendant tellement d'années. Et à un moment donné, il y a cette idée que je vais retourner à l'Écriture, je vais comprendre ce que l'Écriture me dit, je vais m'imposer, je vais, comme Job, je vais faire plier ma volonté aux paroles de sa bouche et je vais apprendre à étudier judicieusement l'Écriture. Au milieu de ma connaissance, je vais essayer de comprendre ce que ça raconte vraiment, ce livre-là. Et c'est étonnant comment j'ai découvert qu'il y a tellement d'affaires dans ma vie que je croyais être de Dieu, mais qui, au fond, c'était de la culture ambiante, christianisée. Puis aujourd'hui, je suis content d'être sorti de ça parce qu'on vit une année très, très difficile et je suis en colère contre rien et contre personne. J'ai retrouvé ma paix et je vais m'arranger pour plus la perdre. Et pour pas la perdre, ça veut dire que je ne vais pas me mettre les pieds à certains endroits, avec certaines personnes, dans certains contextes. Je choisis mes combats. Et je suis le conseil de Paul, Éphésiens 5, verset 6, jusqu'à 16, mais je lis pas tout. Mais Éphésiens 5, 6, Paul va dire que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, donc marchez comme des enfants de lumière. Et la lumière consiste pas à éclairer les corruptions de ce monde. Sont déjà claires. La lumière, c'est l'Évangile, c'est éclairer le message de l'Évangile. Pas les mensonges de ce monde. C'est la lumière de l'Évangile qui amène à Christ par cette lumière des hommes et des femmes. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de colère, d'animosité, de bonté, de justice et de vérité. Examiner ce qui est agréable à Dieu. C'est très, très fort, ce petit verset-là. Examiner qu'est-ce qui est agréable au Seigneur. Pas qu'est-ce qui est agréable à vos visions des choses, ce que vous en pensez, ou les visions du milieu. Vous, là, prenez des décisions, assumez-les en fonction de ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable aux gens autour, tant pis. Verset 15 du même chapitre, Éphésiens 5, il va dire « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il était mauvais du temps de Paul, surtout aussi mauvais aujourd'hui. Et Paul disait « Votre temps, mettez-le pas dans n'importe quoi. Rachetez-le. C'est pourquoi ne soyez point inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Dernier passage, Colossiens 4, versets 5 et 6. « Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc, à la question que j'ai posée dans cette conclusion, comment on doit se comporter face à ce monde? Comme des citoyens des cieux, on ne changera pas ce monde. Si Dieu veut faire un réveil, il le fera, on sera bien content. Mais nous, on est des témoins de sa grâce et de sa bonté. Et ce monde qui est en train peut-être de se perdre à nos yeux, c'est toujours perdu de toute façon. Et un jour, il va s'installer quelque chose qui s'appelle la gouvernance de Christ, Éphésiens 1:10. La gouvernance, le gouvernement de Christ. Et ça va être une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, notre combat, c'est pas d'empêcher ce monde d'être comme il est. Notre combat à nous, c'est le combat de la foi qui consiste à être des proclamateurs de la lumière de l'Évangile. Donc, je vous salue en cette fin de 16e séance. J'ai dépassé l'heure, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a aidé à comprendre le monde dans lequel on est, mais en même temps, non pas à le comprendre pour vous enrager contre lui, mais probablement avoir de la compassion, développer par l'Esprit Saint
une compassion. Tu sais, j'ai parlé d'homosexuels, j'ai parlé de transgenres, j'ai parlé de ces problèmes-là dans la série. Mais moi, là, j'ai aucun mépris pour aucune de ces personnes-là. Ni pour les écologistes enragés. Ils me dérangent plus, ces gens-là. Ce que je vois quand je vois ces gens-là, je vois des gens qui ont juste pas vu la solution qu'est l'Évangile. Et donc, j'ai pas envie de m'attaquer à eux, au contraire. S'il y a une chose qui me fait envie, c'est que Dieu m'ouvre une porte pour annoncer l'Évangile afin qu'il puisse être sauvé. C'est Christ qui est la solution à toutes les problématiques, à toutes les guerres, à toutes les tensions guerrières dans le monde, Palestine, Israël ou n'importe où. Christ est l'unique solution. Ça n'a jamais été aussi clair, ça, dans mon esprit, que depuis les 2, 3 dernières années où l'Écriture est venue réaffirmer ça dans mon esprit. Et j'espère bien ne jamais perdre ce trésor à nouveau, parce que je le chéris de tout mon cœur. Bonne semaine à tous.